et pas dans le fond des problèmes d'éducation ou de tout ce qui concerne le fond de l'enseignement, mais le ministère de l'enseignement, le problème de budget, d'économie qui sont liés à l'enseignement et ils sont moindres. Notamment, par exemple, pour une question primordiale, c'est est-ce que par exemple, on pense que tout doit être privatisé. Aujourd'hui, c'est une grande question d'économie. Tout est privatisé, l'éducation aussi. Ce qui veut dire qu'il y a, en fonction des revenus, chacun pourra obtenir ou non l'éducation. On parle d'un problème brûlant, si vous voulez tout de suite, partir de la société d'Israël et avant de revenir dans les sources. Un des gros problèmes aujourd'hui du système éducatif, c'est qu'il y a aussi une sélection par l'argent. À savoir que pour recevoir certains établissements plus cotés, eh bien c'est une scolarité excessivement chère qui fait que ça déjà décourage une bonne partie des gens qui pourraient prétendre à cette éducation. Alors le sujet qu'on va traiter, on le traite sous deux aspects. Premier aspect, c'est quelque chose déjà en soi d'original, c'est le problème de la grève dans le système éducatif. C'est un double problème. Pourquoi un double problème? Parce que lorsqu'on parle des problèmes de grève, c'est grève, shvita. Pourquoi? Parce que lorsqu'on parle des problèmes de grève, les gens ont l'impression qu'il s'agit, j'en avais évoqué ces points-là de manière très rapide dans des cours précédents, mais là on va voir le fond du problème. Lorsqu'on parle des problèmes de grève, les gens ont l'impression que c'est une innovation mondiale du 19e siècle, 20e siècle. Parce qu'il y a eu les syndicats, il y a eu tout le droit des travailleurs, etc. C'est quelque chose de moderne. Bien sûr, quand on étudie la Torah, on commencera ce Torah avec Parashat Mishpatim, où on a le Evel d'Ivri, même le Evel Kenani, avec les devoirs réciproques du travailleur et de son patron. Maintenant, au niveau de la grève, c'est quelque chose qui semble nouveau. Et au niveau rabbinique, c'est un gros problème, parce que lorsqu'on en parle, les premiers poskim qui en parlent, c'est plutôt au XXe siècle, parce que la grève se répand, par exemple le Rav Moshe Feinstein aux États-Unis, qui parle des syndicats, de toutes ces choses-là. Et la question, c'est quelle est la manière juste d'entrevoir ce problème. Aujourd'hui, on a un gros problème régulièrement, c'est la force par la grève, presque une pression où tout un pays peut être pris en otage de certains syndicats très forts. Alors ça, c'est un problème de fond. Après, il y a le détail, à savoir, est-ce que cette grève-là, dans quel secteur elle pourrait être envisagée? Par exemple, deux secteurs qui sont tout le temps, c'est la santé. Ah ouais, mais le médecin, il doit guérir, etc. Comment il peut arrêter? C'est un devoir. Alors, je ne sais pas, même au niveau de la Torah, c'est un devoir de sauver quelqu'un. Comment il peut empêcher? Il y a un problème, n'oublions pas, un médecin, d'après la Torah, n'a pas le droit de prendre d'argent pour être médecin. Comme un rabbin, comme un juge. Pour la raison toute simple, c'est qu'Akadosh Baruch Hu dit, moi je vous guéris, je fais la justice dans le monde. Berhinam, mani berhinam, afatem berhinam. Il faut prendre bon, alors il y a des permissions, hein, je veux dire, on a des manières d'approcher le problème. En tout cas, au niveau de base. Alors comment il peut faire la grève? Et deuxième point qui est encore plus présent en Israël. Enfin, maintenant, les dernières années, ça va un peu mieux, mais pendant des années, il y avait une tradition dans ce pays, c'est qu'on commençait l'année scolaire par une grève. Tous les ans, on avait l'année scolaire, il fallait commencer de cette manière-là. Alors, l'année aussi, je crois que ils ont fait ces 2 dernières années, ils ont fait un truc qui était d'arrêter les grèves au début de l'année. Alors c'est un problème parce que quand les gens ont créé, c'est un scandale. Quelle éducation on l'apporte si les enseignants montrent qu'ils sont prêts à arrêter leur travail d'enseignant uniquement pour des conditions de rémunération, des choses pareilles. Alors quand même, franchement, dans tout le pays, tout le monde n'est que bénévole, bien entendu, tout le monde ne fait que travailler que pour les Shem Shamaïm, juste les enseignants, qu'est-ce qu'ils ont à vouloir d'argent. Donc c'est un premier problème. Comment est-ce qu'ils ont le droit de ne pas... quel exemple ils montrent aux élèves? Et deuxième problème, en particulier dans les matières juives, Bitul Torah, ils n'ont pas le droit c'est un problème, ils enseignent la Torah, comment ils peuvent causer du Bitul Torah aux enfants? Et d'Israël, la grève, c'est pas un truc de chez nous, pourquoi ils adoptent ce genre de conduite? Alors il y a beaucoup de tchouvot chez Poskim sur ce sujet.
Notamment, je dirais globalement, comment dire, le point central, c'est de dire, et c'est vérifié dans le droit comment dire, civil, c'est qu'on parle du droit du travail, il faut qu'il y ait aussi, pour déclarer une grève et qu'elle soit reconnue, il faut qu'il y ait quand même une intervention, en tout cas l'acceptation du Bedin la Avoda ou d'un certain, comment dire, une certaine instance neutre entre les patrons et les ouvriers pour pouvoir accepter cette chose-là. Et dans la Torah, ça se traduit, par exemple, Laura vous dit, elle a une longue teshuva là-dessus, où il dit, il faut avoir ce qu'on appelle Adam Chashuv. C'est déjà dans la Gemara, dans Masel Bavavatra, c'est s'en remettre à une autorité compétente. Après, il y a discussion, qui est Adam Chashuv? Est-ce que c'est simplement quelqu'un qui connaît en matière particulière de ce domaine? Ou est-ce que c'est, par exemple, Chacham? Est-ce qu'il y a quelque chose de moral là derrière? C'est pas simplement connaître le secteur. En tout cas, plus ou moins, c'est ça le sujet. Et la médecine et la Torah, ça pose un problème, le problème supplémentaire. C'est plus simplement une shvita. Le Rav Chaim David Levi a une chose très intéressante là-dessus. Il dit, mais de toutes les manières, bien entendu, qu'on peut faire, les enseignants peuvent faire la shvita, ils n'ont aucune responsabilité sur le bitul Torah. Pour quelle raison? Parce qu'en aucune façon, la responsabilité pour enseigner la Torah ou enseigner aux enfants dépend des parents. Ça, c'est un point très dépend des enseignants. Ça dépend des parents et pas des enseignants. Pour quelle raison? Alors ça, c'est un truc assez original. Les gens n'ont pas totalement conscience parce qu'on dit, bon, nous, on a toujours eu des yeshivot, on a toujours eu des Talmud et Torah, etc. L'institution même de l'école est une institution problématique aux yeux de la Torah. Ah oui, c'est quelque chose de vrai, c'est né d'une crise. C'est né d'une crise, on a même le point exactement où ça s'est produit, dans Masel Bavavatra, on nous dit comme ça, on nous dit, Beram Zachur Oto Aish Letov, Veyeshua Ben Gamla Shemo, que son nom comment dire, qu'on se souvienne en bien de son nom, parce que sans lui, la Torah aurait été oubliée en Israël. Pourquoi la Torah aurait été oubliée en Israël? Parce que dans le système de Torah, il n'y a pas d'école. C'est les parents qui ont le devoir d'enseigner à leurs enfants. Mais on arrive à une situation, Mishesh Loav, Melam de Torah, Mishen Loav, Eno Melam de Torah. Et Mishen Loav, il faut le comprendre, pas simplement un enfant orphelin, mais un peu des parents qui n'ont pas, comment dire, la responsabilité, la possibilité, le temps, tout ce qui concerne, comment dire, pour enseigner. Et donc, Yoshua Ben Gamla, à plusieurs, comment dire, de différentes façons, s'est mis en place un système scolaire. Et au début, un seul endroit très intéressant, le début de ces takanot, c'est sous forme de takanot, on parlait la dernière fois de takanot, sous forme de takanot, la première takana est une takana qui est à Yerushalayim. C'est-à-dire que la première institution, c'était à Yerushalayim. Pourquoi? Mitzion Tetze Torah, Udvar Hashem Yerushalayim. Alors qu'est-ce que c'est un point très intéressant. Lorsque l'éducation se faisait à la maison, entre les parents enseignés, ça se fait naturellement. Quand on a besoin de créer un système extérieur aux parents, l'équivalent, comment dire, la seule chose qui peut avoir le poids de ce qu'on peut recevoir naturellement à la maison, c'est la proximité au Beth Amikdash, Mitzion Tetze Torah. Pour dire, je l'interprétais dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'à la maison, c'est déjà Mitzion Tetze Torah de façon naturelle. Quand on ne peut pas l'appliquer par les parents, alors à ce moment-là, on a besoin d'arriver à Yerushalayim. Ça ne résout pas le problème, puisque Mishesh Loav, Ma'alehu, Mishen Loav et no Ma'alehu. Lorsque les enfants sont une force pour travailler, pour aider à la maison, etc., ceux qui n'avaient pas la possibilité d'enseigner n'allaient pas jusqu'à Yerushalayim. Donc, après, on a mis en place un système régional et ensuite par ville avec le détail de chaque, jusqu'à quand on peut, les différents districts sur lesquels il doit y avoir au moins une école, etc. Oui, il ne s'agit pas de l'éducation, Yesodi. Les villes ne sont pas des instituteurs. On est en train de parler là du système scolaire. Je vais de l'école. Les villes, c'est pas l'école. Les villes, normalement, les Gazeta Levincha, le père, les Shinantal Levanecha, on parle d'enseigner des parents enfants. Et les Lévim, ils enseignent les parents pour qu'ils puissent enseigner. Il faut qu'ils aient quelque chose, qu'ils aient appris quelque chose. Donc ils s'instruisent auprès des Lévim. Mais le problème pour éduquer la nouvelle génération, les jeunes, c'est au niveau de responsabilité des parents. Je reviens sur l'explication du Rav Chaim David Levi qui dit par conséquent, lorsque les professeurs arrêtent d'enseigner parce qu'on ne leur donne pas des conditions de travail qui conviennent, ils n'ont aucun problème. Ils disent aux parents, moi je veux bien faire ton travail
Parce que, effectivement, tu ne peux pas t'en occuper, à condition que tu payes comme on paye normalement. Si jamais tu ne peux pas payer, débrouillez-vous tout seul. Et donc, par conséquent, il dit, c'est totalement possible. C'est un point très intéressant, on va le voir là dans un moment, de ramener la responsabilité de l'éducation aux parents. Et pas simplement de croire qu'on s'en remet, très souvent, malheureusement, les couches sociales les plus défavorisées ont le plus de se remettre à l'école s'en occupe, et l'école ne s'en occupe pas. Le paradoxe, c'est que d'autant les personnes sont plus aisées, d'autant elles s'investissent dans pour voir ce que font leurs enfants, et de toutes les manières, leurs systèmes, leurs établissements sont des établissements qui sont, mieux. Alors ceux qui devraient s'investir pour essayer de voir ce qui se passe, par le côté précaire de leurs conditions, pensent ou imaginent qu'ils peuvent s'en remettre simplement au système éducatif qui est en place. Alors la question est la suivante. Donc, cette grève, comment elle se fait? Alors la question est très simple. Pourquoi les professeurs ne sont pas rémunérés comme il se doit? Pourquoi ils ont besoin de ça? Alors qui est à l'origine du budget de l'éducation? Et là, c'est quelque chose de très intéressant parce que tout au long de l'histoire, quels que soient les Kehilot, les Farad comme Ashkenaz, dans l'époque des Rishonim, l'époque d'Achonim, il y avait un impôt direct sur, pas simplement le travail, mais sur les activités professionnelles les plus développées dans chaque endroit. Et cet impôt qui est prélevé directement sur ces activités professionnelles, sur les bénéfices qui sont là-dessus, était ce qu'on appelle Savoie, masse Savoie, c'est-à-dire qu'aujourd'hui tous les impôts rentrent dans la caisse du Trésor, et après on décide du budget de l'État où les répartir. Or, non, cet argent-là était fait pour soutenir le Talmud Torah, c'est-à-dire pour payer les professeurs de parents qui ne pourraient pas aider les élèves, leurs enfants en payant ce qui revient. Ça, c'est le système normal. Et ce système-là, on l'a dans quasiment toutes les Kehilot. Et en fonction, c'est intéressant de dire à propos des takanot sur ce sujet, il y a toute une somme sur le problème d'éducation. Toldot Achinour Israël, un des premiers juges de la Cour suprême, Simcha Asaf, qui a écrit sur ça, ramasser quasiment toutes les sources sur la question. Et à travers les problèmes d'éducation, on découvre ce que chaque région, chaque pays, chaque ville avait comme activité particulièrement, avec l'interdiction, même si cet argent-là déborde le prix nécessaire pour payer les professeurs, malgré tout, ça doit rester pour l'éducation, pour la suite, pour mettre le système éducatif. Ça, c'est le système de base. Le problème, c'est que ce système de base ne marche pas. Ou en tout cas, ne marche pas tout le temps. Oui. Est-ce que vous êtes en train de dire que dans toutes les communautés du monde, il y avait une espèce d'impôt? Oui, absolument. Partout. Partout. Et ça a disparu. Il n'existe plus que par exemple en Alsace Lorraine, c'est encore le cas, il n'y a pas longtemps. Au niveau communautaire, mais à partir du moment où on est revenu en Israël, cet impôt-là, il se fait de manière générale. Dans les communautés du monde. Sans aucune hésitation. Sans aucune hésitation. Il y avait un impôt, et je vous dis plus que ça, son originalité de cet impôt-là, c'est 2 points. Un, qu'il était prélevé sur l'activité la plus sûre de revenus. Une espèce de proportionnel. Non, c'est-à-dire que par exemple, j'ai un exemple. Il y a Rabbi Shmuel Kalai, qui est en Grèce, et qui a, là-bas il faisait le commerce, par exemple, des habits de certaines étoffes, et sur cette industrie du textile, c'était ce qui était très très prospère dans cette ville-là. Tous les revenus, sur chaque revenu du textile, il y avait un impôt qui est prélevé, une sorte de, c'est pas un impôt sur le revenu, mais un pourcentage, presque une sorte de TVA, je dirais plus, totalement. Et cet impôt-là est entièrement destiné au Talmud Torah. C'est-à-dire qu'il est impossible, d'où on apprend toutes ces choses-là. On apprend toujours ce qui se fait dans la norme, dans les cas où on est sorti de la norme. C'est qu'on a des teshuvot de halakha, où on nous dit, on a finalement beaucoup d'argent, on aimerait le redistribuer à nos pauvres. On voulait le développer pour soutenir le chacham, pour soutenir d'autres activités qui sont toutes très louables. Et les chachamim répondent en disant, non, cet argent-là doit rester pour le système scolaire. Ça, c'est le système normal, qui apparemment a marché dans tous les cas où on n'a pas de problème. Et on a des takanotes, je dis dans ce livre-là, Toldot Achinour Israël, qui en ramène énormément. Arles, je crois que c'est 1398, une énorme takana qui met en place ce système-là. Où on a, comme ça, à Arles, la communauté juive qui met le système éducatif. Et ça, c'est toute l'histoire, quasiment toutes les périodes. Maintenant, on va parler de cas où ça n'a pas marché.
Et il y a des cas, comment dire, de différents genres. Le premier cas, c'est la grève, justement la grève. Et là, je dis alors, je vais évoquer comment dire, plus ou moins ce qui se dit aujourd'hui sur la grève. Le problème, ce qui est toujours très désolant quand on parle de ces sujets-là, à la fois pour l'économie et à la fois pour les sources séfarades, c'est qu'il y a une ignorance totale de ce qui a été écrit dans les communautés séfarades. Totale. Et aussi bien, on va dire, des gens qui font des recherches, mais aussi des chachamim, puisque lorsqu'on va parler du problème, par exemple, de la grève, on dit c'est un problème moderne, comment faire? Il y a des gens qui vont dire, des syndicats, etc. Je dis, le Rav Oudia, le Rav Feinstein, c'est c'est le 20e siècle où on en parle. Or, et c'est vraiment parce que par hasard, en lisant les Takanot, alors il y a sûr des gens qui n'aiment pas lire ça, mais c'est très intéressant, très enrichissant de lire les Takanot. Il y a un Chacham, Rabbi David Ovadia, qui est mort il y a quelques années, un des vieux Chachamim du Maroc, qui était à Baït Vegan, et qui en venant du Maroc, de Sefrou, il a ramené avec lui des tas de teroudot et de documents sur la vie juive du Maroc. Il a publié plusieurs volumes, 2 volumes sur Fès, 5 volumes sur Sefrou, puisqu'il venait de Sefrou, donc il y avait plus de quantité de matériaux sur Sefrou, et notamment un volume et demi presque, qui ne sont que des Takanot de l'endroit, en vrac. L'une après l'autre, je crois que c'est quand même lent, c'est pas en vrac, c'est pas chronologique. Enfin, il n'y a pas les thèmes ne sont pas suivis. Alors, très intéressant, un jour en lisant parmi ces Takanot, je suis tombé sur celle que vous avez sous les yeux maintenant. Je vous donne la date tout de suite, vous allez voir à la fin comment c'est très amusant, 1783. 1783, c'est avant tout, il n'y a pas de révolution industrielle, il n'y a pas les travailleurs, les ouvriers, tout ce truc-là, on est dans l'ancien monde complètement, dans un endroit qui ne sait même pas ce qui se passe en Europe. Je vais dire un trou, je ne vais pas choquer personne, enfin, c'est fou au Maroc, bon, c'est pas, comment dire, le centre bon, et bien dans cet endroit-là, voilà ce qui se passe, on a juste la théoda d'une takana. Quelle est cette takana? Vous l'avez sous les yeux, alors voilà. Birotenu anachnu achatumim mata, en voyant nous qui signons dans cette takana, kvod la Torah chez Azla venidaldela. Alors, c'est renversant au niveau de la conception. Je vais dire maintenant plus ou moins ce qui est, établi aujourd'hui pour voir le problème. Ah, c'est problématique, comment on veut faire une grève pour, dans la Torah, dans l'éducation, ça donne un mauvais exemple. Alors là, il commence complètement à l'inverse. En voyant que le kavod de la Torah, Azla Venidaldela, est allé en étant, diminuant, en étant maîtrisé, Vesharu Hakimaya, les Mivé, Ke Amad et Ara, et les Chachamim ont commencé à être considérés comme des Amé à Arasot, donc on ne fait plus de kavod au Talmid des Chachamim. Lachen, Gazarnu Omer, Viskamnu Askama Gemura Dela le Midarba le Almin, nous avons donc décrété une takana sur laquelle on ne reviendra pas à jamais. Vous allez voir comment c'est très violent comme méthode de grève et de façon de appliquer une grève pour empêcher les gens de casser la grève. C'est très très violent. Donc on a fait une takana, nous, chez Meayom Azeval, à partir d'aujourd'hui, l'onéene minatsibur, klal ou klal, bishave pruta ou mala. On s'interdit de recevoir aucun argent du tzibur. Pourquoi? Chez Matanata Me'uta Vecherpata Meruba. Ça, on le dit tout le temps dans le Birkat Amazon. Ils nous donnent très peu, mais ils ont du. Oui, c'est ça. Vecherpata Meruba, c'est que le peu qu'ils nous ont donné, on le sent bien passer. Veno de la Med était l'ADN, et donc on ne reçoit pas d'argent du tzibur, et on n'enseigne plus à aucun enfant. Pour quelle raison? Quel était le problème? On l'apprend tout de suite. Rak bitnai, à condition, chez Frara Limoud, Yedavar, Amaspik, Kefim, Shemei Kablim, Amelamdim, Beshar, Are, Amedina. Le salaire, il doit être fixé suivant le salaire qui est pratiqué dans la Sup. Il n'y a pas de raison que nous, à Sefrou, on soit défavorisés. Donc dans notre ville, où on a commencé à nous payer moins que ce qu'on payait ailleurs, c'est qu'on commence à maîtriser les Chachamim. Par conséquent, on arrête d'enseigner. Il y avait deuxième point. À Fès, c'est pas très loin. À Meknes, c'est pas non plus loin. Ça, c'est le Fès, Meknes, c'est Sefrou. Le Maroc, oui, vous connaissez le Maroc. Ah non, oui, on peut comme des juifs. Mais là, en général, Sefrou, Fès et Meknes, c'est plus ou moins le même. Alors maintenant, donc le premier point, c'est donc la hauteur du salaire. Deuxième point, Veishtalem le altar bemugdan kol chodesh bechol shur. Le deuxième point, c'est ce qu'on appelle la sachar. Un histoire de la Torah, il ne paye pas à temps. Donc, et le salaire, et donc on les quand ils auront décidé de payer à temps et le salaire qui convient, et très important, qu'est-ce qui se passe dans un cas pareil? Alors il y en a qui veulent faire, c'est le problème de toutes les grèves.
ils veulent faire, comment dire, réévaluer le salaire, etc. C'est très bien. Et pendant ce temps-là, nous, on continue à travailler. Comme ça, on aura les bénéfices de ceux qui vont avoir comme résultat de la grève. Et en attendant, nous, on aura récupéré, on aura en même temps travaillé. On peut même faire autre chose maintenant. C'est le moment, c'est l'occasion de faire, comment dire, la saute coupa, de recevoir beaucoup d'argent, parce que tout d'un coup, plus personne n'enseigne. On peut maintenant faire ça. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut empêcher de casser la grève. Les Shekol à Mélamdim, il y a les Agouda Achat, le Limoud à Ne'arim. Il n'y a pas de Mélamdim qui dit nous, on continue à enseigner. Autrement, ça ne sert à rien. Le problème, c'est le suivant. C'est que vous dites qu'il grève. Oui, mais alors le problème, c'est le suivant. C'est que, alors vous dites ça, alors qu'est-ce que vont dire les parents, ceux qui paient la communauté? Bon, mais les Mélamdim en question ne sont pas ceux qui sont très riches. Ils sont dans le besoin. On va voir qui c'est qui va, faiblir le premier. Mi Matmet Rishon. On va les laisser, comment dire bien, ils bachelou bamiselaem, et quand ils seront là, merdez-vous à l'arba. Je veux dire, les laissons là, on va les en enseigner. Donc qu'est-ce que font les Mélamdim? Une fois j'ai enseigné à quelqu'un, il m'a dit, mais alors c'est une mafia votre système. Non, c'est pas vraiment une mafia, mais disons, il y a quand même une confrérie, parce que ils sont tous partis étudier la yeshiva, les Mélamdim, c'est des gens qui ont étudié une certaine raison. Il n'y a pas de grandes yeshivot dans toute l'histoire, à part l'époque moderne où on a les grandes yeshivot européennes, c'est une révolution. Mais en tout cas, dans les jeunes, c'est les petites yeshivot. Et dans les petites yeshivot, les talmidim étudient la Torah, et puis après, on dit à chacun, toi tu vas devenir Mélamed, toi tu vas devenir ceci, toi tu vas devenir cela, etc. Donc ils se connaissent quand même entre eux. Et puis dans ceux qui se connaissent, il y a ceux qui sont partis enseigner, les Mélamdim, mais il y a ceux qui sont devenus Shochatim, il y a ceux qui sont devenus Dayanim, il y a ceux qui sont devenus Safra de Dayana, ceux qui est le scribe, notaire, enfin, tous ces métiers-là sont des métiers, puisqu'ils sont pratiqués par la loi de Mishpat Ivri, par la Torah, donc c'est tous, ils sont un peu ensemble. Et par conséquent, qui c'est qui soutient la première grève? Eh bien, la grève, elle s'étend avec tous les autres corps de métier des Talmidei Chachamim de l'endroit. Alors, qui sont les autres Talmidei Chachamim? Quand comme ça, le deuxième, c'est ça, Valigna la Shrita. Parce que, c'est quoi le là, c'est facile. Vous voulez nous faire traîner comme ça, nous, on vous prend la gorge, ou plutôt au ventre. Vous voulez faire traîner la grève, problème, ça va traîner, mais voilà ce qu'on va faire une autre grève. Valigna la Shrita. On arrête de faire la shrita. Il n'y a pas de congélateur et tout ça, on mange que de la viande fraîche et ça dure pas longtemps. Donc, faut pas, nishrot klal. Ah, mais ils veulent quand même qu'on nous oblige à faire la shrita, on va leur donner des conditions on monte les prix de la shrita pour que ce soit impossible à faire, et on s'entend entre nous. Rak al pitnaim alalou, sheishalmu al shritat shor, reva unkia, valkeves, shminit unkia, c'est les monnaies de l'endroit. Kemo shemeshalim, besharare, ça aussi, pourquoi ils ne nous payent pas comme on paye partout? Ukfare à Medina, veshisha prutot shane choshet al kolro, veshochet le shrat kiim, achei kabet faro bemugdam, et qu'ils ne fassent la shrita qu'après avoir reçu l'argent, parce qu'une fois que la bête est tuée, on peut après toujours faire traîner. Donc ça c'est la chose là. Vous dites bon, on s'imagine déjà que la grève est déjà un peu plus comme ça élargie. Non, ça suffit pas. Et alors là, on fait totalement, ashbata de toute activité économique dans la ville. Je dis, il y a les shochatim, les mélamdim, mais il y a les dayanim, et avant les dayanim, il y a les sofri dayanim, les notaires, tous ceux qui font les contrats, qui fait les avocats, enfin tous ces gens-là. וכן על עניין השטרות, בין שטרי חובות, בין שטרי שכירות, אדם ובהמה ובתים, בין שטרי קרקעות, שום סופר לא ימסור סודרו בקניין ושבועה חמורה, c'était l'action du notaire, de celui qui va faire, pratiquer le contrat, qui vient de soudar, en donnant son soudar, etc. Donc il ne fait aucun Haché Shalmou Bemugdam. Im Srar Sofi, qui fait Shema Shema Shmi, Bishara Medinot, et bon, je ne vais pas dire tout le détail, il donne aussi le tarif des sofrim. Et assure les sofrim se rajoutent de la même manière. Je quelques lignes au début d'une ligne écrit Veim et Talmid Chacham. יהיה כמתווך בין שותפים ויפנקס או יצר להם חשבונות, לא יעשה שום עבודה מעבודות הנ"ל, רק שיקבל שכרו. De la manière, si quelqu'un, c'est un Talmid Chacham, il sait comment on écrit des shtarot, il peut lui aussi se mettre à faire des shtarot et casser la shita. Lui non plus, il ne fera pas ce genre de service autrement que de la façon dans ces conditions qui sont évoquées maintenant, etc. D'accord, je passe au passage d'après parce que la fin, donc maintenant, ici quelqu'un, donc on a Shrita des Méladim, Shrita des Shochatim, Shrita du système juridique, économique, etc.
Bon, et si quelqu'un il décide malgré tout de vouloir casser la shvita, la grève, il va quand même faire comme ça. Vechol achozer bo prat miapratim anizkarim, si quelqu'un il ose casser la grève, pito pat goyim, yeno yain neser, ve'areu ou mouvdal nadat Israël. On décrète que son pain, c'est un pain de goy, le vin, il touche le vin, il abîme le yain neser, ou mouvdal nadat Israël leur kherem. Voilà, il a le choix, ou le kherem, ou il casse la shvita. Verav sabo kol ha'ala, il est maudit. Par quelle malédiction d'ailleurs, entre parenthèses? C'est quoi cette halala? C'est la lave de ce qui est écrit dans la Torah pour celui qui ne paye pas à temps à son employé. C'est la Torah qui le. C'est pas une invention, c'est quelque chose qui existe tous les sourds de. Et la halala, on va voir dans un instant, elle va être évoquée dans le passage qui suit. La halala, c'est Arur Achar Lo Yakim et Divra Torah 2. Arur Achar Lo Yakim, qui s'explique de quelle façon, d'après cela, c'est pas Shlo Yakim, est-ce que c'est pas de faire la Gba de la Torah, c'est celui qui ne soutient pas la Divra Torah en donnant le prix qu'il faut au Méladim pour qu'il puisse enseigner la Torah. Ou les Raya Shekar Iskamnu, Khatam Dubbo. Alors là, il y a quelque chose de très amusant, ça c'est tous les Chachamim Sfaradim, je sais pas, ils n'avaient pas les ordinateurs, ils n'avaient pas tous les trucs, les gématriotes, mais ils étaient quand même très très érudits dans ce domaine, puisqu'ils trouvaient pour chaque événement, parce qu'il faut marquer la date de l'année, alors là c'est par exemple Tafkouf Mem Gimel, c'est 1783, vous voyez, il est entre parenthèses, la date de l'année, mais ils trouvaient le pasouk qui correspond à la gématria de l'année et au sujet qui est traité. Et là, en l'occurrence, Po, Shiva Yamim, Lechodesh Tishri, Shenat, Imsachiru, Babisraro. Si vous faites la Gematria 2 ou Babisraro, vous avez 1783. Donc c'est l'année qui correspond. Des fois c'était mieux. Il y avait, quand c'est Tafresh Pechet, Rabbi Israël a dit Cherpa Tamo Yassir, c'est Tafresh Pechet. Ou Shnat Parachta. Bon, enfin, c'est celui-là. Mais là, c'est vraiment des psukim entiers. Et il savait que ça tombait sur l'année pour nous dire Imsachiru, Babisraro, puisqu'il faut lui payer la Shvita. Mais ça ne s'arrête pas là. Ça, c'est le début de la Shvita avec ceux qui disent en bas, donc les Melamidim, etc. Mais ça continue plus loin. C'est qu'il y en a un autre personnage qui signe. Vous voyez, il est signé en bas. Il y a Shaoul Yeshua. Je vous dis tout de suite qui c'est. Shaoul Yeshua Abitbol. C'est le Rav Rashid de Sefrou. C'est-à-dire que le grand rabbin de Sefrou a vu cette Shvita. Et lui, il a dit, non seulement, c'est bien, on va le dire tout de suite, moi-même, j'arrête de faire, je fais Shvita jusqu'à ce que vous régliez le problème des Mélamdim. C'est des grèves généralisées, il n'y a plus du tout de choses, voilà, je vous lis le texte. Yafé Yassou, Yafé Tiknu Bne Torah, donc ils ont très bien fait de faire ça, Seyag la Torah. Ve Atznurim, alors il y a un point très intéressant, Atznurim Moshrim et Edem. Ceux qui vivent dans le, qui arrivent à vivre très, oui, mais chichement, c'est quelque chose de péjoratif. Modestement, voilà, modestement. C'est quelqu'un qui accepte des conduites de gens, et ben il ne reprend pas d'argent, il ne veut même pas faire cette grève. Celui qui peut vivre modestement et ne même pas avoir recours à cet argent, tant mieux pour lui. Malheureusement, c'est pas possible pour tout le monde. Ou manaim goralam, les kover rachme shamaim lianot miyegia kapam. Le mieux, c'est d'avoir un vrai métier, un métier de manuel, et il vivra peut-être, modestement, mais c'est mieux. Et comme ça, il n'a pas tout ce veloyish me'od, cherpat enosh, ils n'auront plus ces humiliations. Vegidou fehem, asher matanata me'uta, ou beshat cherpatam, machrifin bematana meruba. Donc, il nous donne très peu, mais au moment de nous humilier, il s'humilie avec beaucoup très largement. Ve'imem lo chashou les bizion à Torah. Alors regardez comme c'est très fort. Et si ces gens-là n'ont pas eu le bizion, je l'ai dit tout à l'heure en commençant, la Shvita aujourd'hui, on dit oui, mais comment, quel est le kavod, quelle image vont donner nos enseignants si jamais ils disent qu'ils font la grève pour de l'argent. Ce qu'ils disent, c'est exactement l'inverse. Si jamais ils acceptent d'enseigner de façon aussi désolante, eh bien c'est le kavod de la Torah, c'est le bisayon de la Torah qui est derrière ces choses-là. Et c'est en réévaluant le salaire des enseignants qu'on réévalue la profession, qu'on réévalue l'importance qu'on attache dans une société à l'éducation. Et donc ils disent V'rachou les bisayon de la Torah, velo yedou toré ruach, c'est très virulent comme expression qui est employée là. Toré ruach lo yedou bina, she'en ba terufa le makata, venizrach kabaem apikorsut. Ces gens-là qui ne veulent pas payer apikorsut, bezilzou la Torah velomdea. Et c'était une définition de l'apikoros, c'est no kavod et talmid de Chachamim, qui disait ou apikoros, c'est no chelek de Olam. Ça va très très loin, dans la violence du rap. Amdou bne Torah. Et donc, suite à cette situation-là, Amdou bne Torah, ou machloulaim matanatam. Ils ont dit on ne veut plus recevoir cet argent. Ou là, matanatam, en n'ayant plus cet argent, timana cherpatam. Ou kiroti tuv kavanatam. Et moi-même, en voyant que leur intention était très juste, afiati tikonimam. Moi, je m'associe à leur grève.
Olech ou maskim alaskamatam, je signe avec eux leur takana, Vaïch asher yaseh bezadon, nigroa kocha, mais celui qui essaye d'arrêter cette grève, misrar tircham, mileva dekae be'arur asher lo yakim et divrei la Torah, non seulement il a cette malédiction de celui qui ne soutient pas la Torah, והתורה חוברת שק לנקום נקמתם. עוד כאה באיסור מוסיף, דלא תעשוק שכיר עני ואביון, מאיסור התורה שכיר ואביון, והתורה תתבע עלבונה, וממרחק תביא לחמה, לתת לבניה לחם לאכול ובגד ללבוש, ולראיה בידם, חתמתי וסילקתי גם אנוכי עצמי מלהתאפל בצורכי ציבור כאחד מהם. Et pour leur prouver que je suis d'accord avec eux, moi-même, j'arrête toute activité publique comme eux jusqu'à ce que cette affaire soit résolue. On n'a pas d'autres renseignements sur cette affaire, puisqu'on passe à d'autres takanot dans la suite, mais un jour quelqu'un m'a dit comment ça s'est fini. Je pense qu'il ne faut pas être trop sorcier pour comprendre que ça n'a pas duré très longtemps une shvita généralisée de cette façon-là. C'est très dommage qu'on ne connaisse pas toutes ces sources-là pour apporter au dossier des poskim actuels et dire voilà, il y a eu des précédents de grands chachamim qui n'ont pas vu ça comme un Isur Bitul Torah ou autre chose, mais au contraire comme la manière de garder le kavod de la Torah et de réévaluer l'enseignement. Est-ce que c'est quelque chose qui a permis de résoudre tous les problèmes? Non, puisque on a d'autres affaires. Je dis, le principe général est clair, mais voilà un exemple où c'est pas la communauté qui s'en charge, où c'est les parents qui viennent payer et qu'au moment de payer méprisent les enseignants. Et le deuxième passage je vais étudier ce soir est lié à une autre crise qui est liée à un problème très très actuel, c'est le système privé d'éducation. Alors la communauté finance normalement le système, comme j'ai dit tout à l'heure. On a une période de grève, voilà un exemple, un moment momentané où il y a un problème. Bon, mais quand même, lorsque c'est fait par la communauté, on a peut-être moins, tout le monde peut accéder à l'éducation, et nous, on est des parents qui avons plus de moyens, on aimerait faire un petit groupe et avoir un système privé, avec un enseignant privé qu'on prend et qui va pouvoir enseigner aux élèves. A priori, comment réagir à ça, premièrement, et deuxièmement, dans ce système privé, quels sont les problèmes, qui peut y accéder et comment marchent les relations de l'un avec l'autre. Cette question-là s'est développée à un moment bien particulier à Fès, donc c'est pas très loin au niveau géographique, avec un chacham, Rabbi Shlomo Ibn Danan. Rabbi Shlomo Ibn Danan, c'est une des grandes sommités du judaïsme marocain du début du XXe siècle. Sinon la grande sommité de Fès. La famille Ibn Danan, c'est une famille qui remonte, le premier Rabbi Saadia Ibn Danan, à l'époque de l'expulsion d'Espagne. On a à travers lui, d'ailleurs, un point intéressant, c'est une famille qui se prétend, toujours on n'a jamais vraiment le lien direct, jusqu'au Rambam. Et Ibn Danan disent qu'ils sont descendants du Rambam. D'ailleurs, ce Rabbi Saadia Ibn Danan, le premier de la famille, qui est de l'expulsion en 1492, a écrit un livre, il y a beaucoup d'œuvres, mais en tout cas il a écrit un livre qui s'appelle Sefer HaDorot. Sefer HaDorot, c'est une sorte de chronologie des Chachamim, et dans son Sefer HaDorot, c'est là où il raconte des éléments importants sur l'histoire du Rambam. Par exemple, j'en avais parlé dans un cours tout au début, l'idée que le Rambam ne s'est pas converti à l'islam, et qu'au contraire ils avaient sont partis étudier chez le Rabbi Yehuda Ben Shushan à Fès. Et c'est Rabbi Saadia Ibn Danan qui nous transmet cet élément sur la famille du Rambam. On a beaucoup de Chachamim. Avant lui, on a son oncle, c'est Rabbi Yitzhak Ibn Danan, qui est très connu, les Réach Yitzhak et des chevaux très connus. Et là, Rabbi Shlomo Ibn Danan. C'est facile de retenir les dates de naissance et de mort, parce que 1848, 1929. Donc, comme ça, j'avais parlé avec un Chacham, il me dit, moi, à mon avis, la chose la plus importante qui s'est passée en 1848 dans le monde, c'est pas tellement 1848 en Europe, c'est la naissance de Rabbi Shlomo Ibn Danan. Et en 1929, à côté de la mort de Rabbi Shlomo Ibn Danan, qu'est-ce que c'est que le crash boursier, etc. C'est quelque chose, bien entendu, de totalement accessoire par rapport au fait que Rabbi Shlomo Ibn Danan. Donc, c'est facile de retenir les dates de ce Chacham. Il a été aussi le Chacham qui était au moment du passage de la conquête française. Parce que lorsque les Français sont arrivés, ont institué protectorat en Maroc, ils ont commencé à faire un ordre au niveau des tribunaux.
Et notamment, les tribunaux qui étaient, dans chaque ville sont devenus beaucoup plus structurés. Et lui, à une certaine époque, était le chacham du Beddin Gavoa. Ils ont institué un Beddin supérieur sur l'ensemble des Beth Dinim. Bon, on peut parler plus longtemps, mais juste il a écrit 2 livres, un c'est Eshlut Asher Shlomo et l'autre c'est Eshlut Bekesh Shlomo. Alors voilà la question qui est évoquée dans notre problème. C'est un problème qui évoque à la fois le problème de la privatisation du système scolaire et deuxièmement le problème qu'il est même quand c'est pas privatisé. Aujourd'hui c'est très fréquent en Israël, un truc étonnant quand on arrive, c'est la place que prennent les comités de parents d'élèves par rapport aux enseignants. Lorsque les parents ont choisi une école parce qu'on s'en remet au corps enseignant, on pense qu'on a confiance ou non dans les professeurs, et on débarque et on se rend compte qu'en fait, c'est pas les professionnels de l'éducation qui dirigent, mais c'est un groupe de parents plus impliqués dans tout ça, activistes, qui parfois ont plus de moyens, etc., qui dirigent quasiment tout dans l'école. Et on pose la question, mais les professeurs, non, mais c'est le Varadorim qui c'est un autre problème. C'est pas le système dans son ensemble qui va être, mais c'est le rapport qu'il y a entre les principes de l'éducateur par rapport aux principes de parents avec des intérêts personnels et de leurs enfants au milieu. Alors voilà, Sheila, voilà la question qui lui a été posée. C'est pas une question qui s'est posée directement chez lui. C'est un Rav Avram Ben Soussan de Taza qui lui écrit et il doit répondre au problème. Sheila, Chevra, Sheiskimu, Fenit Kashru, Benehem, Bekinyan, Gamour, Veshalem. Donc il y a une petite association. Vous allez voir à la fin, au fond, comme ça, il s'agit de très peu de personnes. Puisqu'il dit qu'il s'agit de 4-5 personnes. Donc c'est vraiment un truc très très petit. A priori, ça va avoir une des retombées dans le problème, mais c'est pas le point central. En tout cas, voilà un petit groupe de parents qui se sont associés. Leotzi et Benehem, Tinokot Shel Bet Rabban, Met Amelamed Shem Etzlo, ou le Shivam Etzel Melamed Acher, Shiaviu Mir Acheret. On va faire venir un autre enseignant d'une autre ville qu'on va payer de nous-mêmes et on le sort de l'école, publique. Mais alors le problème, c'est quoi le problème? C'est qu'on va faire venir, il y a quelqu'un qui va aller le chercher, cet enseignant. Et après, il faut que nous, on soit d'accord de rester, parce que étant donné qu'on est très peu, si finalement il arrive, on s'engage vis-à-vis de lui, et après les parents se dispersent, eh on ne peut pas continuer ce système. Donc le problème qui va se poser, c'est le problème de la responsabilité de l'engagement qu'on a pris. Est-ce que c'est un engagement qu'on peut casser, parce que lorsque la situation va se dégrader, en tout cas, entre le système, donc Tashbar, c'est le Talmud Torah de la ville, l'école communale, et le privé qui est amené par ces personnes-là. Alors donc ils sont entendus vous voyez ce qui est écrit Bekinyan Gamour Veshalem. Kinyan Gamour Veshalem, c'est-à-dire que c'est un engagement sur lequel on ne reviendra pas. On l'a fait un signal, mais après signal, c'est la manière de manifester l'engagement qui nous contraint à continuer. Veirshu et Reuven, et là ils ont mis, dépêché Reuven, un de cette Echad Mibnei Achevra, chez Aviv Melamed Mir Acheret, d'aller chercher un enseignant dans une autre ville. Nitraevulo Beknas, chez Kol Achozerbo, il y a un problème, c'est que lui dit, moi je vais aller le chercher, je m'engage avec lui, et après je reviens, vous n'êtes plus là, et c'est moi qui vais devoir payer le Melamed. Donc ils ont dit, on s'engage, on dit, si jamais quelqu'un de nous s'en va, il faut qu'il paye une amende. Kemo, Shekatvu, Vechatmu, Benehem, Pirouche, Techev ou Miyad. Donc comme ils ont signé avec eux, à payer ça tout de suite. Et c'est ce qui s'est produit. Reuven est parti chercher donc cet enseignant d'une autre ville. Et donc ils ont commencé ce système-là. Au passage, le Chacham va développer quelque chose de très intéressant. Comment se faisait l'éducation? Les conditions ne sont pas, tellement éclatantes. Le système d'une manière générale est là encore moins. Et c'est un sujet qui est très intéressant en soi de voir. C'est pas directement ce dont on parle, mais ce qui est enseigné chez les Chachamim. Voilà comment ça marche, les classes, comment elles sont faites. Il y a différents niveaux. שיש מהם שהורגלו בתורה שבכתב אצל מלמד הראשון, עד גדר שבכל העניינים אינם צריכים שום עיכוב. ובעבר הבעלמא בלשון ערבית סגלו. Il y a un premier niveau, c'est ceux qui ont l'habitude de lire le Tanakh, la Torah שבכתב, et qui arrivent à comprendre, qui comprennent un peu le système. Et donc, lorsqu'on lit un passouk, il suffit d'évoquer sa traduction en arabe, donc, et ils comprennent. Ils n'ont pas de problème de comprendre, ils connaissent les personnes, ils connaissent le sujet du Tanakh, il suffit de l'expliquer. Ça, c'est un premier niveau.
ou Be'avara Be'alma Be'lashon Aravi, ça y est, juste la traduction, ça, vous appelez, c'est-à-dire la traduction de la Torah du Tanakh en arabe. Ou Be'torah Shebe'alpe Gamken, et dans la Torah Shebe'alpe, il y a aussi l'Omdim Be'avana ou Bisvara, Ve'merat, il y en a qui étudient avec, compréhension, etc., chacun à son niveau. Mais Yesh Madriga Chet Truta Mizo, qui ne sont même pas arrivés à comprendre. Kolkar, des Be'torah Shebe'alpe, lo Nisukla, lo Begirsa, lo Be'pirush HaMilot, ils ne savent même pas lire, même pas comprendre ce qui est écrit dans la Gemara, dans le Torah Shebe'alpe. Ou Vegam Be'torah Shebe'irtav, Tzrichim Torah, Be'lashon Aravi, ou Be'pisuk Etamim. Kol Sheken, Belashon Aravi, chez Trilou Mikarot. Mais même dans la Torah Shebe'irtav, ils ne sont pas au niveau des premiers. Les premiers, ils savent lire, ils savent les ta'amim, ils comprennent lorsqu'on leur dit la traduction en arabe, ils comprennent, ils vont déjà très vite. Les autres, ils ne savent même pas la traduction en arabe, ils ne savent pas lire les ta'amim, ils ne savent pas lire les psukim, ils sont vraiment, quitte à Aleph, le début. Veyeshon Madriga Acherot, les Mata, Mizo, il y a encore différents niveaux, au-dessus et en dessous. Pour nous, ce qui nous intéresse, c'est ces deux classes-là, parce que c'est les deux classes qui vont poser problème. ובקיץ שעבר, l'été dernier, סמוך לוויית המלמד הבא, הושיב את בן ראובן המורשה, שהוא מבני המדרגה השנייה, אצל בני המדרגה הראשונה, ללמוד בתנ"ך משלי יורר, le fils du directeur, il a des facilités, donc lui, c'est Réhouven qui est parti chercher le Mélamed, lui, il a rentré son fils directement dans la classe la première classe en ce qui concerne le Tanakh. Dans le Tanakh, il a fait comme ça, et il a étudié avec tout le monde. והם לא יאהבו עד שיהיה הפסוק שגור בפיו, בעניין שלא יהיה רבות צריך לחזור עמו עוד הפעם. On a dit que dans cette première classe, on n'a pas besoin que les gens lisent et comprennent, mais lui, il n'est pas au niveau. On l'a fait rentrer alors qu'il n'avait pas le niveau, et donc qu'est-ce qui se passe? C'est que les autres, ils ont besoin d'attendre pour qu'on vérifie, alors que lui, il arrive tout juste à déchiffrer les psukim. Bofen, chez Bnei Madriga Rishona, là, pour la classe supérieure, הם מוכרחים שיתעכבו ויתבטלו מלימודם בעבור זה הבא אצלם מחדש. Ils sont obligés de perdre du temps pour cet élève retardataire. Il y a deux problèmes qui se posent. L'un, c'est le problème de l'argent. Pourquoi? Parce que son père a payé, il est là-dedans. Mais deuxième problème, qui est le plus intéressant de la Teshuvah, qui avait la deuxième partie de la Teshuvah, c'est au niveau de l'éducation, qu'est-ce qu'on fait de l'enfant qui a plus de difficultés, qui est en retard, qui ne comprend pas? Est-ce que c'est quelque chose de négatif ou est-ce que c'est quelque chose... Alors bien sûr, les parents disent on n'a pas envie de faire perdre de temps. Mais le calcul de l'éducateur qui le laisse malgré tout dans la classe, c'est un problème très très important. Dans un instant, je reprendrai plus. En tout cas, voilà, ça c'est la question qui se pose. Chou, Babechag à Sukkot. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Donc là, il a fait ça depuis l'été jusqu'à Sukkot. Dans les deux matières, entre Torah Shebe'irtav et Torah Shebe'alpe, il est passé dans la classe supérieure en Torah Shebe'irtav. C'est plus facile que la Torah Shebe'alpe. Le Réhouven en question n'a pas osé le faire rentrer tout de suite dans la classe. Et puis il a vu quelques mois que ça marchait. Et donc, après Sukkot, qu'est-ce qu'il fait? Shuv Bechag à Sukkot, Shenishlam Shisha Chodashim, ça fait 6 mois qui étaient passés avec cet enseignement. À Kizvah, chez Kizvou, à Melamed, Chazrou Vechidjou, Kizvah, Ren Potsepe. Et ils ont renouvelé le contrat avec cet enseignant. Tout allait très bien. Ils ont dit on reprend encore pour 6 mois l'engagement. Chez Baou, il a dit Mnimol, c'est le Rabban. Du coup, Réhouven, il s'est dit moi, je pousse mon fils maintenant dans la deuxième classe, donc pas simplement dans le Torah Shebe'irtav, mais Torah Shebe'alpe. Oshiv ben Réhouven et tel Bnei Madriga Rishona, Gam Benimoud Torah Shebe'alpe. Alors Torah Shebe'alpe c'est plus compliqué, c'est la Gemara, il faut avoir plus donc c'est plus difficile. Mais Kacher Ba Echad Mibnei Amadriga Haï et Tel Aviv. Là il y a Abesoudat Torah, plusieurs points très intéressants dans l'histoire de la manière de vivre. Donc déjà première chose, il rentre à la maison tous les jours pour manger. Ça c'est un point très intéressant. Il arrive à la maison prendre le repas de midi, il mange le repas de midi avec son père. Il n'est pas au travail, on dirait peut-être le soir ou quoi, non. Il arrive à midi, et la chose la plus intéressante de toutes, c'est que le père s'intéresse terriblement à l'éducation enfin je dis terriblement, vous allez voir que ça va être ambigu par la suite, mais en tout cas pour l'instant, il s'intéresse, parce que qu'est-ce qu'il dit? Kacher ba'echad mibna madriga yetzel aviv beseudat toraim, sha'ala ish el beno, beni bemal lamatem ayom. Il interroge pour voir qu'est-ce qu'ils ont appris aujourd'hui. Et Shivo, l'enfant répond, me'az aboker ve'ad rata lo lamadnu, ki me'ad gmara chok le'Israël shanu regilim ba mikodem. On a fait un tout petit peu de gmara qu'on a l'habitude. Ve'gam ota lo ishlamnu beprototea. Et même ce petit passage qu'on avait déjà fait les jours précédents, on l'a même pas fini. Pourquoi? לרגל הילד אבל אצלנו מחדש הוכחנו להתנהל לאיתו עד שאשר למד באותה בגרסה וחזר ושנאו בפיו ומצידו בעיכוב הזה. Il y en a un qui fait traîner la classe et donc c'est pour la raison pour laquelle on n'a rien fait. Alors le père entend ça, qui shmoa Shimon aviv et divrei beno hetev charalo, il s'est mis en colère, vegam haromer shelo lashiv et beno etel melamed ze.
Du coup, il arrête complètement le commissaire. Le prof s'est montré incompétent puisqu'il a accepté de répéter pour un élève aux dépens de la classe. Et donc, il enlève son fils de cette classe. Et Guichou Atzmoten, Reuven et Shimon. Et du coup, qu'est-ce qui se passe maintenant? On a l'enseignant qui vient et qui, pardon, c'est pas l'enseignant. On a Reuven et Shimon. Donc Reuven, c'est celui qui a mis son fils dans la classe. Et Shimon, le père, qui l'ont savait, ils ont un problème. Alors, le problème, c'est qu'il y a de l'argent derrière tout ça, puisqu'ils s'étaient engagés à ne pas se retirer. Ils ont même renouvelé le contrat. Alors, quels sont les arguments qui sont en jeu? Donc, Edishu Atzmoteen, Reuven et Shimon, la Darat, Imchayav, Shimon et Shem, Chelko, Besnou, Tamelamedo, Iten Knas. On dit, il n'a pas tout Mikol Bakol. Est-ce qu'il est obligé de continuer à laisser son fils dans la classe? Est-ce qu'il peut se retirer, payer une amende? Et est-ce qu'il peut s'en aller? De toutes les manières, peut-être que tout a été comblé. Alors, quels sont les arguments? Voilà les arguments des deux côtés. Reuven Toren, Shekvar Aya Beze, Mimot Akaït, Veraokula, Veshatku, Velo Mimchou. Beze Ochacha, Shesavro Mekimo. Il dit, j'ai déjà mis mon fils depuis l'été, pendant 6 mois, en la classe, en temps chez Birtav. Personne n'a rien dit. Vous avez renouvelé même le contrat avec le prof. Donc, ça prouve que tout le monde est d'accord là-dessus. Il n'y a pas de quoi se réveiller maintenant pour. Veniomar Shimon, Sheulora Avelo Yada, Misé. Et si Shimon dit, mais moi je ne savais pas que depuis l'été, le fils de Reuven est dans cette classe-là, il est Kabel Alav Becherem Chabour, chez Karou, chez Loyada Mizak, j'ai pas honte de ne pas avoir su, c'est toi, il n'osera pas dire une chose pareille qu'il ne savait pas, parce que autrement c'est un parent indigne qui ne nous renseigne pas sur Et Shivo Reuven, pardon, et Shivo Shimon, il a de quoi répondre. Kushta Kae chez Loyadati, c'est vrai que je ne savais pas, mais j'ai quand même, vous savez, si le marché Yadati Veshataki, et non nommé Efsed, Vanezek Amagia, Merakava, Shaoumi Takvim, Avuro Betora chez Bertav, la Nezek Amagia, Metavou Betora chez Balpe, etc., Beshuva Venacha. Il dit c'est très différent. Même si je le savais, ça ne change rien. Parce que ça, c'était la classe de Torah chez Bertav, la classe de Torah, c'est une classe plus facile. Donc ça, j'ai rien dit. Mais pour la Gemara, où il faut beaucoup plus de travail, etc., ça, c'est ce qui me fait complètement, arrêter et me retirer de cette histoire-là. Donc ça ne veut rien dire, il n'y a rien à prouver du fait que jusqu'à maintenant j'ai accepté. Donc il faut bien écouter le prof. Sapa velashon acher, c'est même pas la même langue puisque c'est de l'araméen. Vanaga acheret, bekal ishtabshu, upseda zeladar. C'est un point très intéressant. On va revenir à la fin de cet argument. Dans la Gemara, dans cette fameuse soubia de Bavatra où on parle de la mise en place du système scolaire, il y a une question: est-ce qu'on peut licencier justement un enseignant qui s'est montré incompétent? Dans quel domaine il s'est montré incompétent? Dans le fait qu'il a enseigné des erreurs aux élèves. Et c'est très intéressant, ce sujet est un sujet très intéressant parce que il est très violent comme ça. Je veux dire, on parle, les rabbinim sont toujours accrochés avec la parachat à Shavua, avec les choses pareilles. C'est très difficile de se retirer, donc quand même c'est parachat Zachor dans pas longtemps. Donc là, le point de la Gemara, il y a parachat Zachor. La Gemara dit, quand un enseignant a fait une erreur, on peut le licencier tout de suite, sans aucun avertissement, parce que ça dépend de comment dire, ce qui se continuerait d'enseigner, c'est les élèves qui en. Il y a comment dire, un principe qui nous dit Psida de la hadar, c'est une perte qui ne peut pas être réparée. Il y a une difficulté pour elle ne peut pas être réparée. On a qu'à maintenant leur apprendre comme il fallait. Il a mal lu, il a mal appris tel ou tel mot. On pourrait toujours leur apprendre. Non. Shabashta, qui m'a al. Une erreur, quand elle a été apprise avec une erreur, elle reste, comment dire, on peut plus on peut la faire. Il y a un débat éducatif. Est-ce que Shabashta, qui m'a al ou non? Il y a une autre opinion qui dit, mais pas du tout, on peut rectifier. Alors on dit, dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'on dit que c'est une erreur qui est récupérable? On dit non, c'est pas une erreur. Pseda de la hadar, c'est pas l'erreur de l'enseignement, c'est les heures de l'enseignement qui sont irrécupérables. C'est un enfant qui grandit et on a perdu, une heure pour perdre du temps pour lui enseigner quelque chose de faux. Même là, on va pas récupérer peut-être l'erreur, mais on ne pourra pas récupérer le temps qu'on a consacré avec l'enseignement. Et pour prouver cette chose-là, la Gemara ramène une histoire terrible. C'est l'histoire de David Améler avec Yoav qui est parti faire la guerre et qui a tué Amalek, et dans Amalek, Zachar, on dit Timret Zecher Amalek, mais lui il dit j'ai pas tué Zecher, j'ai tué les mâles et pas les femmes, parce que moi quand j'ai appris Timret Zachar Amalek. Et c'est d'ailleurs un point très intéressant parce que dans le Talmud, le Talmud est très ambigu, comme quoi le Talmud était oral à l'origine, donc on ne pouvait pas avoir d'erreur. Quand oralement c'est ou Zachar ou Zecher.
Non, on parle de David Amelech avec Yoav quand il faisait le tsar avec Edom. C'est une autre paracha. Shaoul a laissé Amalek en vie. Là, on parle des hommes et des femmes sur les rods de Zachar. Et alors, quand c'est oral, on ne peut pas se tromper. On dit Zachar, on dit Zecher, on peut pas dire le deux. Mais quand c'est écrit chez nous, ça reste Zachar. Le Zaïm Kafresh. Et jusqu'à la fin de la Sougia, on ne sait pas vraiment, et dans les Rishonim qui expliquent la Sougia, il y en a qui vont pour une interprétation ou pour une autre, parce qu'on va voir son maître. Donc Yoav, quand il revient, on lui dit tu aurais dû les tuer, mais il dit moi on m'a pris Zahra, il va prendre son maître et il lui dit moi je te coupe la gorge. Pourquoi? Parce qu'un enseignant qui a failli et qui a enseigné comme ça mérite la peine de mort. Il y a d'ailleurs un passage de Yirmiyahu qui montre qu'Yirmiyahu n'avait pas encore écrit son passage à cette époque-là, que toute l'histoire est un enseignement des Chachamim qui utilisent même des psukim qui sont intemporels. Et donc il se pose la question est-ce que c'est vraiment une histoire ou c'est un enseignement des Chachamim? Ça va très loin. Parce que il lui dit mais moi j'avais appris Zecher. Je vous dis encore le point dans l'ambiguïté. Parce qu'il y a une opinion, il y a deux conclusions de la Soudia, il y a deux problèmes. Lui, l'enseignant s'est trompé et lui-même disait Zahar, donc c'est une faillite totale. Deuxième option, non, l'enseignant savait que c'était Zecher, lui il ne s'est pas trompé. Mais il n'a pas veillé à ce que l'enfant, quand il apprend ça, eh bien, il doit veiller non seulement à savoir, mais à ce que lui, il ne s'est pas rendu compte que lui avait entendu Zahar et avait continué avec son idée de Zahar. Alors pourquoi toute cette histoire? On vient de la fin de l'histoire de ça, parce qu'il y en a qui disent qu'il l'a tué, et d'autres disent qu'il l'a pas tué. Comme pour nous mettre la chose dans le plus, réaliste de l'histoire. Bon alors, tu veux pas tuer, la question reste en suspens. Mais ce qui est intéressant dans toutes ces choses-là, pourquoi je l'évoque maintenant, parce que un des messages évidents de cette souvia, c'est que les Chachamim veulent rapprocher la difficulté de la lutte contre Amalek, qui est quelque chose qu'on l'a senti dans toute la douleur de l'histoire juive, dans toutes les persécutions de toute l'histoire. À chaque fois, il y a un peu de Amalek qui est derrière ça, qui est un problème, extérieur, profond, à une résonance intérieure et une responsabilité de l'éducation. On n'arrive pas à finir avec Amalek, c'est l'histoire de Yoav qui me tue pas, parce qu'il y a un problème, on n'a pas veillé à un enseignant enseigne tel qu'il soit. La responsabilité de l'enseignant est au moins équivalente à celle de tous ces gens de Amalek. C'est un message extrêmement fort et qui est basé sur l'idée de Ishtabshu Pseda de la Hadar. C'est une perte qui ne pourra pas être récupérée, soit par l'erreur qui va rester, soit par le temps qui ne peut pas être repris. Donc ça, c'est l'argument de Shimon. Moi, pratiquement, cet enseignant a failli complètement, il a fait perdre du temps à mon fils et aux autres élèves, il n'y a pas de raison. יושיב אותו מלמד בחבורה בפני עצמו וייתן לכל אחד ואחד ולכל חבורה וחבורה חלקו במניין השעות לפי ערך מתן דומה שכירתו. Rouven il a un argument très simple, il dit moi je suis parti de chercher l'enseignant. Alors d'accord, il n'est pas bon pour la classe supérieure, mais il est quand même déjà mieux que la classe inférieure. Alors si mon fils il s'ennuie dans la classe inférieure, il faudrait prévoir qu'on fasse une troisième classe intermédiaire entre les deux pour mon fils. Il n'y a pas de raison qu'il soit lésé, parce que lui aussi il perd du temps avec les autres. C'est pour ça que je l'ai fait passer ici. Donc on devrait demander à l'enseignant sur l'argent qu'on a fixé avec lui, de son salaire, de créer une nouvelle... Vega Malzé et Shimon, bien entendu, sur ça aussi, Shimon a deux coups du répondant, qui va chez Guy à Melamed et Madrigazo, des Shavke les Himanouté, Verike Vessi et Tarabim, Mishvil Ayachid, la Vato Oto. Donc il dit, moi, pour moi, l'argument de Shimon est très simple. L'enseignant, c'est complètement. Automatiquement, il s'est dévalué, pas seulement évalué, il a montré son incompétence. Parce que s'il a accepté de faire rentrer le fils de Reuven dans la classe et de faire perdre du temps à tout le monde, pour quelle raison? Parce que c'est Reuven qui a fait le contrat avec lui, donc il voit un peu l'argent. Si jamais c'est ça sa réflexion et pas une réflexion éducative, pour moi, je m'en fous, peu importe le contrat qu'on va faire maintenant, ou l'accord sur lequel on va tomber, je veux plus. Je veux plus de cet enseignant-là, il faut le renvoyer, moi je veux plus rester avec. Et je veux pas payer non plus d'amende, c'est pas moi qui ai fait l'erreur, c'est l'enseignant, par le fait qu'il a laissé l'enfant, le fils de Reuven dans la classe. Donc c'est ça, Gamzan et Shiv Shimon, qui chez Guy à Melamed et Madrigazo, puisque l'enseignant a eu cette conduite-là, des Shavke les Himanouté, il a abandonné sa fidélité, Himanouté et Munato, la confiance, il a perdu la confiance qu'on avait. Et pour quelle raison? Parce qu'il aime le père en question.
Velo chashash le'atzmo beno leven kono, la asot melechet Hashem bemet ou betamim. Il n'a pas eu la hirat shamaim en fait. Parce qu'il avait des hirat shamaim, aux yeux de Shimon, il n'aurait pas dû faire cas du fils de Reuven. Velo nikar Shora, et Shora, celui qui a beaucoup d'argent, il aurait dû, aux yeux de la Kadosh Baruch Hu, être complètement aveugle, indifférent à l'argent qui lui est payé. J'ai plus confiance du tout qu'il va pouvoir enseigner bien, je ne veux plus rester avec cela. Chez nous, on n'avait même pas dans notre contrat, c'est une faillite majeure à la confiance du contrat. On n'a pas fait un contrat pour que tu amènes un enseignant pour ton fils, on l'a fait pour tout le monde. Donc, nous on paye et puis c'est ton fils qui... tu dévies en fait l'éducation pour ton fils. Un homme jette pas son argent par la fenêtre. Donc si on a fait cette chose-là, c'est sûrement pas même si on a fait une clause comme ça, c'est évident que c'est pas dans cet état d'esprit qu'on l'avait amené. Donc voilà le Chacham qui pose cette question-là. Donc Rabbi Avraham Ben Soussan pose la question au Rabbi Shlomo Ibn Danan à résoudre ce problème. Alors il y a deux problèmes, il y a deux problèmes qui sont soulevés. Un, c'est un problème d'argent, qui va payer, de toute façon Shimon ne va plus rester comme ça, donc est-ce qu'on doit dédommager même l'enseignant? Il est venu, il a eu un contrat, on est tenu, on peut le licencier tout de suite, c'est une faute. Et deuxième point, c'est le problème éducatif. Le problème éducatif, c'est comment on réagit dans une situation où il y a un élève dans la classe qui fait traîner tout le monde en fait. Ça s'est posé dans notre cas présent, vu la manière dont l'histoire s'arrangeait, mais ça aurait pu se poser dans une autre situation où tous les enfants sont là, officiellement, c'est pas qu'on est parti chercher un mélamède, et il y a quelqu'un qui fait traîner un peu la classe. À quel point on l'accepte ou on n'accepte pas. Alors à ces deux questions, voilà les réponses du Rav Ben Danan, qui va parler. Alors la première, j'irai un peu plus vite parce que c'est plus du droit des travailleurs, hein, le problème du travail, qu'est-ce qu'on peut licencier ou pas licencier quelqu'un. Il y a un précédent, je l'ai dit tout à l'heure dans la Gemara, où on dit qu'on peut, à cause de Pseda de la Hadar, hein, c'est une perte qui ne revient pas, on a le droit de le faire, mais à une condition, quand il s'agit de quelque chose de public. Il y a une différence de public. Quand il s'agit de quelqu'un, on a pris un accord sur les besoins de la ville pour différentes activités professionnelles, pas que l'enseignement d'ailleurs, et c'est l'ensemble de la ville qui pâtit de quelqu'un d'incompétent, eh bien, ça fait partie de l'accord, on n'a pas le devoir de lui donner encore et encore un avertissement jusqu'à ce qu'il fasse. Pour l'instant, on est tous en train de perdre. La perte collective justifie qu'on le licencie tout de suite. C'est ce qui était écrit au début. Makre d'Ardeke des Pacha Beoubi Nuke, un enseignant qui fait une erreur vis-à-vis des enfants, Belo Atra Mesalkinanle. Sans aucun avertissement, on peut le renvoyer. Chez Ken Katav Maran, il a note l'Ibn Medina chez Ipsid. Là, il s'agit d'un jardinier, quelqu'un qui fait un ganan, il fait des arbres, mais il nous a tout abîmé. On lui a demandé de planter des arbres. N'oublie pas qu'ici, pour le Taïlanot, c'est aussi un verger, c'est pour pouvoir se nourrir. Il a fait tout ce qu'il fallait pour la communauté, et les arbres, il a abîmé ce qu'on lui a donné, enfin, ça n'a pas marché. Chez Ipsid, bien Shomrin de Hanim et Yachid, alors là, bon, c'est entre parenthèses, c'est tout le débat qui va suivre. Vechen Tabar Shemnaïr chez Nibel Behemot, un chochet qui a fait de la shrita et qui s'avère qu'il a fait perdre, c'est un grand problème. Quelqu'un vient donner son animal au shochet. Le shochet fait la shrita, en faisant la shrita, il rend toute la bête tréfa. Celui qui a demandé le travail a perdu son animal. Il doit le dédommager. Bon, mais maintenant il dit, moi je ne veux plus du tout avoir affaire avec un film là, je peux le redonner le lendemain, encore une fois, un animal à faire la shrita, il s'agit de quelqu'un d'incompétent. Dans quelle mesure on le licencie complètement? C'était le shochet de la ville. Le shochet de la ville qui a fait perdre à la collectivité un animal, toutes ces choses-là. Vers Mekildam chez Chaval, on arrive au problème médical. Mekildam chez Chaval, on lui a demandé de faire à l'époque une saignée, c'était très nécessaire, bon, et le bras est parti avec.
chez Ribel. Vers Sofer chez Tabeshtarot, ça c'est pour les avocats, enfin comme ça, on lui a demandé de faire un contrat, mais en fait le contrat il me l'a très mal ficelé, très mal défendu, du coup on l'a perdu et c'est lui qui devait le faire. Un Sofer chez Tabeshtarot, il nous a mal fait son affaire. Ou Melamed Tinokot chez Pacha Ben Tinokot, Velo Limed, Afilurakiom Yomaim, il a fait perdre une journée ou deux simplement. Au Limed Betaout, ou s'il a fait enseigner une erreur, l'école c'est Beelou. Vomanim Chef Charcher 0 accès, c'est qu'une perte qui ne peut pas être récupérée, mais Salkin Auto Belotra, Hachem Kemoutrim Vomdin. Ils sont, à partir du moment où ils travaillent pour la collectivité, ils sont. Ce travail-là demande une exigence particulière, et donc à la base, on n'a pas besoin de leur faire d'investissement. Il y a une question, bon mais alors, il se reprend. Il y a toute une manière de voir comment, des tests pour voir que maintenant, bon, il fait bien la shrita, il ne va pas, non, on le licencie, on peut le faire tout de suite au niveau du contrat, mais il y a tout un processus qui lui permet de récupérer sa confiance pour pouvoir montrer que finalement il a appris ou il a. Alors tout ce point-là, ce qui explique, je vais être un peu plus vite, mais en tout cas je dirais rapidement, tout ce point-là est évoqué par le Chacham dans le cas où il s'agit de quelque chose de collectif. Et la question dans notre cas présent, c'est est-ce que c'est quelque chose de collectif ou c'est pas collectif? Il s'agit d'un groupe privé, au contraire. C'est pas la communauté qui a pris. Je passe dans le paragraphe suivant, il y a une ligne qui commence par vénérer. Des Gavna Kahag. Vous voyez au début d'une ligne, venir et. C'est la 7e ligne à partir du début du paragraphe. Venir et des Gavna des Nidon, Didou, lo mikre Tzibour, Ya'al ki achevraï, lo yeshba yoter mechamisha. Dans notre cas, c'est pas un Tzibour. Pourquoi c'est pas un Tzibour? Un élément intéressant sur la question. Lo yeshba yoter michamisha ben adam. Il n'y a pas plus que 5 personnes. Toute cette histoire-là, d'avoir fait venir l'enseignant, c'est vraiment des cours particuliers, parce que il n'y a pas plus que 5 dans la classe. Veitnu benehem shelo yilamel amelamet ki im livnehem dafka. Ils ont fait un accord que pour eux. Ils n'acceptent pas quelqu'un d'autre. Donc du coup, c'est contre eux, parce qu'à partir du moment où ça devient quelque chose de privé, il faut laisser au Melamed, le temps de Ve'en reshut leotzif bilti reshut kulam, comme chez Katout Chanouem. Et ils n'ont pas le droit de faire rentrer un autre élève. Si c'était quelque chose de public, on devrait pouvoir permettre de faire rentrer quelqu'un d'autre dans la classe. Donc c'est quelque chose de privé. Et il dit, 2-3 lignes. Ensuite, il s'agit qu'à partir de Asara, 10 personnes qui s'appellent un Sibou. Comme pour un minyan. Tant qu'il n'y a pas de minyan, il ne s'agit plus de quelque chose qui est dans le Tzibour. כמשמע מכמה מקומות, דמשנה השעת, ביחיד, בסיפור. ובפרט, דטעם זה הוציא הר"ם במזל מדברי רב"ד, אמר מקל ארדקה שתלה, טבחה ואומנה וסופר מטה, דמטה אכולו כעת. Tous ces cas-là sont les différentes professions. Makre d'Ardeke, c'est celui qui enseigne aux enfants. Chatla, c'est le jardin. C'est racheter tes votes, Rambam Mazal. Je veux dire une chose, c'est facile, c'est pas Bitli Efshari, c'est très simple, c'est parce que pour les gens qui comprenaient l'arabe disaient ça très simplement. Le Rambam se dit Rambam Zal. Vous voyez, Aram Bemazal. Or, les gens disent, ils font un jeu de mots. Au lieu de dire Rambam Zal, ils écrivent Ram Bemazal. Ah, alors Ram Bemazal, c'est amusant, il a voulu faire un jeu de mots, etc. Pas du tout. Tous les Chachamim qui parlent arabe écrivent le Rambam de cette façon-là. Et les autres disent le mot, parce qu'en arabe, Rabbi Moshe ben Maïmoun, Maïmoun en arabe, ça veut dire quoi? Mazal. Mazal. Maïmoun. Maïmoun, Mimoun, tous ces noms-là. C'est Mazal, Meuchar, Masoud, tous ces noms-là sont de la. Pourquoi Maïmoun c'est Mazal? C'est très facile. Parce que c'est Yamin. Yamin c'est la droite, et c'est ce qui est, Meuchar avec plus de force. Tout ce qui est à droite est bien heureux. Tout ce qui est à gauche est moins. Je parle. Je parle bien entendu d'après la Kabbalah simplement. D'après la Kabbalah, la gauche c'est Midat Hadin et la droite c'est Midat Hafez, c'est possible. Aucune allusion à quoi que ce soit. Oui, bien sûr, c'est sinistre.
C'est sinistra, je peux rien. Non, mais c'est vrai, même en français, les gauches. Donc Yamin, d'ailleurs, c'est l'origine de la Mimouna. La Mimouna, c'est quoi la Mimouna? L'origine, c'est la chaîne Yamin, c'est la bracha, comment dire, on finit par l'abondance, le mazal, tous ces noms-là sont les mêmes. Comme Asher, qui est le nom en hébreu Asher, c'est quelqu'un qui est Meoucha. C'est facile. Tous ces noms-là sont plus ou moins tous les mêmes. Mas'oud, la même chose. Sarah, etc. Enfin, on ne va pas rentrer là-dessus. Pourquoi le Théman est appelé Théman? Pourquoi Théman est appelé Yamin? Parce que lorsqu'on regarde la carte normalement, c'est-à-dire qu'on a l'est devant soi, puisque on n'a pas le nord, ce que vous avez appris dans les cartes, vous avez le nord en haut et le sud en bas et l'est à droite, etc. C'est une déformation tardive. Normalement, l'est est devant soi et donc Kadima devant soi, et dans ce cas-là, on a à l'est, à la droite, le sud. Et à gauche, le nord. Small, Shamal, c'est là où il y a les hauteurs, et le Théman est pour appeler Théman parce qu'il est à la droite, et à la droite, c'est des terres qui, relativement au désert d'Arabie, ils sont plus proches, justement, des zones côtières, et donc plus fertiles que le reste. Donc il est appelé Théman Yamin, dans ce sens-là. Pas simplement dans le sens de la droite. Bon, enfin, en tout cas, pour revenir sur lui, non, vous voyez comme ça. Donc, dans les gens qui parlaient l'arabe ont écrit Aram Bemazal, en disant Rabbi Moshe Bemaimoun. Et après ils ont dit c'est un jeu de mots, c'est pas un jeu de mots, c'est simplement une traduction une traduction de Maïmon. Ça remonte déjà à l'époque des Rishonim, le Ran, en Espagne, et aussi par le Rambam, dit Ram, Bemazal, etc. Bon. Alors non, je vais passer surtout à la deuxième partie, parce que la deuxième partie est très intéressante. Conclusion de ce point de vue-là, c'est qu'il nous dit, même si l'enseignant avait fauté dans sa conduite, étant donné qu'il s'agit d'un accord qui a été fait par des particuliers, il faut lui donner un avertissement et on ne peut pas le licencier tout de suite. Mais ça va plus loin que ça. Tout ça, c'est basé sur le fait qu'on accepte l'idée que cet enseignant a fauté en faisant rentrer l'enfant, d'avoir accepté de l'enseigner. Comment? Oui, ils sont 2-5, ça c'est toujours assez étonnant, les enseignants qui ont pas les classes de 30 ou de 40 et qui n'arrivent pas à surmonter, à gérer le problème. Hein. Alors maintenant il dit les colzés ou les divrés Shimron, des archevés, les aïmakret, des archédéqués Pochéa, tout ça c'est l'après Shimron qui considère que cet enseignant est effectivement Pochéa. Oulam les Didi, et là c'est la chose la plus intéressante, Khazili des Enkalpshia. Je ne pense pas du tout qu'il y ait une erreur éducative à avoir fait rentrer quelqu'un qui n'est pas le niveau dans la même classe avec les autres. Ça c'est très intéressant. La Guémara, avant de rentrer dans ce point-là, la Guémara pose la question, qu'est-ce qu'on fait d'un enfant qui perturbe ou qui est un peu turbulent? Un enfant que le prof n'arrive pas comme ça. Réponse, Lévé, Savta, Maïdeka, écrit comme ça, Maïdeka carré. Celui qui étudie. Maïdela carré. Celui qui n'arrive pas à travailler avec les autres, qu'est-ce qu'on fait? On le renvoie? Non. Lévé, Savta, les Chavré. On le fait, Savta, avec d'autres enfants, on l'associe avec des autres Chavérim. Il y a plusieurs. Alors, ça, c'est la Gemara. Les Rishonim, par exemple, qu'est-ce qu'on a gagné à faire ça? Plein de réponses. D'abord, au moins qu'ils ne traînent pas dehors. Chacun a sa question. Deuxièmement, on regarde ici. Avec le temps, ça va, il va suivre. La plus intéressante de toutes les explications, il y a plusieurs explications. La plus intéressante de toutes les explications, c'est la suivante. C'est de dire, peut-être, la raison pour laquelle il ne comprend pas, Maïdé carré, Maïdé carré, c'est parce que le professeur, il n'a pas trouvé la manière de lui faire comprendre ce que son copain peut lui faire comprendre. Parfois, celui qui a déjà compris, n'a pas les mots, n'a pas la pédagogie pour pouvoir l'entendre. Alors que son copain, il est Tzapta et Chavré, lui, il a eu la même difficulté, il n'a pas compris tout seul, et il a eu besoin de comprendre, il aura plus de facilité à lui faire comprendre que le prof. Il fait Tzapta et Chavré. En aucune manière, on le renvoie de la classe. Je vais mettre en restriction, bien entendu, à moins qu'il renverse les tables. Le cours est complètement perturbé. Mais en aucune manière, l'enfant qui ne suit pas est un enfant qui pour nous on en perd la responsabilité du prof. Mais là le Racham va dans cette idée-là, mais de manière encore plus fondamentale que ce que je viens de dire.
Oulam, les idées Khazili, des Enkamchia. Moi je pense qu'il n'y avait aucune erreur pour avoir accepté, en ayant accepté le fils de Reuven. Vaïlou Ta'ama, il a raison pour cela, c'est quoi? Des Agam, des Anne d'Ardeke, des Bnei Havra, Enam Bedaridra Achat. Puisque même si tous les élèves de la classe ne sont pas du même niveau. Chez là, les marla misé. Il y a certains dans la classe là, on a un système d'éducation très étonnant, totalement problématique. Il y a une seule classe, et dans la classe, il y a tous les niveaux en même temps. Et le prof, il doit s'occuper de tous les niveaux. Ça, c'était le système, c'était comme ça dans les campagnes, ça a toujours existé comme ça. Toutes les classes, comme ça a toujours été comme ça. Donc il dit, voilà, il ne faut pas oublier comment c'est ce système-là. Donc, et même ceux qui peuvent étudier le Mikra, ceux qui étudient en comprenant juste ce qu'ils lisent. Mikol Vakom, Kachel Yosifou les Karba, les Mikra, Azrame Ale, les Khancham, ou la Vinam Ksatchat. Mais ceux qui dans la classe arrivent à lire le Mikra, ils arrivent au niveau de connaître un peu la Gemara, il faut leur permettre d'y accéder. Ad, chez BM Sheikh Hayamim, ils nous lèvent la ville. Avec le temps, eux aussi se mettront à comprendre. Ça, c'est un point très important parce qu'on a complètement perdu cette idée-là aujourd'hui dans un système de concurrence, d'être totalement des résultats. On oublie un enseignement fondamental, je dirais presque de base. Il dit Agam de Nimsharksat Batala Leotam Akodmim chez Mevinim Ksa. Ceux qui ont déjà compris, ils vont perdre un peu leur temps. Lo Yahush Lahem. Il n'y a pas de quoi, encore une fois, il faudra toujours prendre des précautions, à moins qu'ils perdent complètement tout leur temps. Peut-être que le cas en question, il faudrait voir s'ils n'ont rien fait dans l'action qui était posée. Mais en tout cas, le Yahush Lahem. Des Maï Chazit, alors là, c'est un grand chidouche extraordinaire. Maï Chazit, c'est une expression de la Gemara qui veut dire qu'en vois-tu. Maï Chazit, des Damar Didar, Soumak Tefé. Comme tu as vu, pourquoi ton sang est plus rouge que le sang de l'autre. De quel cas il s'agit? Lorsque quelqu'un vient et dit à quelqu'un ou tu tues quelqu'un ou je te tue, Yarek va y avoir. Il doit se laisser tuer et ne pas tuer quelqu'un d'autre. Pour quelle raison? Je sauve ma vie en le tuant. Maïchazid de Damar Dimar, quel que tu veux pour que ton sang à toi est plus rouge que le sang de l'autre. C'est un principe fondamental, toute la Torah est basée sur cette chose-là. Surtout la Torah, on profane et on vit, sauf pour ça. C'est comme ça qu'on a arrêté, à la base, tous les systèmes de mafia ou de perversité, où on joue sur le fait de quelqu'un qui, pour sauver sa peau, et malheureusement dans des époques tragiques, on a connu ce genre de problème, pour sauver sa peau, il arrive à être le sale travail des tueurs. Alors en tout cas, cet argument-là est un argument dur qui est employé pour le problème de vivre ou mourir. Alors là, qu'est-ce que dit le Chacham? Il dit, mais quand il vous enseigne à l'un par rapport à l'autre, Maï Chazit, qu'as-tu vu pour lequel cet enfant-là est plus important que l'autre enfant? Il y a une halakha qui a été amenée à propos de, dans la Torah, on nous parle de Tzedek, Tirdos, de Tzedek, Tishpot, Amitra, ça revient plusieurs reprises. Ça revient tellement de reprises qu'on dit, bon, mais pourquoi le Tissa Pénédal, on ne doit pas faire de juge le Tzedek? Alors, bien entendu, les tribunaux, bien entendu, la justice, etc. C'est évident, c'est le cas de départ. Et là, les Tanaïm, sur cet enseignement, disent, de la même manière, lorsqu'il y a deux enfants qui viennent dans une école, c'est un Issour Torah de dire à celui-là j'enseigne et à celui-là je ne veux pas enseigner. Le fait de vouloir enseigner à l'un et non pas à l'autre, c'est exactement le Issour qui est évoqué maintenant, que le Kharam évoque, le Maïchazit. Le déplacement de l'idée de ce Maïchazit qui est employé pour le problème du meurtre au problème de l'éducation est un grand chidouche déjà pour dire que pour nous, je rappelle à Malek tout à l'heure dont je parlais, l'éducation est comme abandonner quelqu'un à la mort. C'est vrai qu'on aurait peut-être pu attendre du prof qu'il enseigne à cet enfant-là séparément, sans faire le temps aux autres. C'est vrai, mais est-ce que pour autant, parce qu'il n'a pas fait ce serait de l'excès de zèle, peut-être voilà, de l'excès de zèle l'aurait fait, ça aurait été très bien, est-ce que pour autant il est pochéa au point de lui dire il est immédiatement renvoyé? Déharé Matsino, et là c'est le grand ridouche, c'est très intéressant, parce que qu'est-ce que le génie parfois? C'est pas de trouver de nouveautés, mais c'est de relire ce que tout le monde connaît avec un regard totalement différent dans lequel il y a la nouveauté qui se trouve dans ce qui est lu. C'est un passage que tout le monde connaît et on n'a jamais pensé trouver de ce passage-là un argument à notre question. Comment Moshe enseignait la Torah dans le désert?
Alors il y a une description qui est faite dans la Gemara, dans Maseret Eruvin, tout le monde la connaît. Tano Rabbanan, Ketsad Seder Mishnah. Moshe Lamad Mipi Agivura. Donc Moshe apprend d'Akadosh Baruch Hu. Nirdas Aaron Vishenelo. Moshe Pirko. Aaron rentre, Moshe enseigne à Aaron. Nistalek à Aaron, Ve'achav Ismol Moshe. Aaron s'assoit. Nirnesu Banav, les enfants de Aaron. Moshe répète une deuxième fois. Shalem Moshe Pirko. Nistalku Banav, il s'assoit. Nirnesu Zekenim. Troisième fois, Moshe enseigne aux Zekenim. Veshanalem Moshe Pirka. Nistalku Zekenim, Nirnesu Kol Ha'am. La quatrième fois, c'est Moshe enseigne à tout le peuple. Et à ce moment-là, il a enseigné. Après avoir fait ça, Aaron, qui a déjà écouté 4 fois, peut maintenant se mettre à enseigner. Et du coup, Aaron se met à enseigner au résultat. C'est ce qu'on nous dit ici. Nistalek Aaron, Shanulem Banav Pirkon, Nistalku Banav, Shanulem Zekenim, Pirkan, Nimsu Biyadakol, Arba'a. Puisqu'après, quand Aaron a enseigné la première fois, Aaron arrête. Après, c'est les enfants d'Aaron qui enseignent à tout le peuple. Après, c'est les Zekenim qui enseignent à tout le peuple. Finalement, tout le monde a écouté 4 fois de tout le monde. Un passage très, très, très connu. Quel est le rapport avec notre sujet? C'est intéressant. Ou Paris Talmud Aveligmour Koulou Mimoshe ou Meshane quel est l'Achlok Kavon le Aaron ou Banav. Il dit mais pourquoi est-ce qu'on a besoin de faire ce système-là où 4 fois à répéter? Pourquoi on ne peut pas dire à tout le peuple qui apprenne de Moshe? On dit non, c'est parce qu'il va faire du Kavod que Aaron et à ses enfants. Il dit mais il y a un problème à part ça. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas dit que tout le monde apprenne de Moshe? Pour une raison très simple. C'est comment Moshe il va apprendre à tout le peuple en même temps. C'est pas tous le même niveau. Il y a des imbéciles, il y a des gens plus avancés. Ils vont tous réussir à apprendre en même temps. Ou Piresh Rashi, arrêt, de l'école Aram, Ayushonim Laen, Pirkan, Beyachad. Hagam, de Iefchar, chez l'école Aram, Adraga Achat. Ou chez Telek Moshe, Yanechnas Acharam, Melamed, et Chulam, Bevatachat. Donc, conclusion, c'est pas quelque chose de mal, le fait d'écouter une deuxième fois, lorsqu'on répète à quelqu'un, alors que nous, on a déjà compris une première fois la chose. Il y a quelque chose qui se fait dans la tête, dans le fait même de réécouter quelque chose qui a déjà été compris. La preuve, c'est qu'Akadosh Baruch Hu a choisi, pour enseigner à tout le peuple, ce système-là un peu bizarre, qui n'est pas basé sur la compétence de chacun. On n'a pas fait des groupes, on l'a dit, il y a les plus avancés, les plus lents. Tout le monde a appris en même temps. Et par conséquent, qui a compris les calculs de ce Mélamed? Peut-être que ce Mélamed, parce qu'il a voulu accepter le fils de Réhouven, eh ben, c'était pour lui l'occasion de répéter à celui-là ce que les autres avaient déjà appris, pour qu'il réécoute une deuxième fois. Peut-être qu'à travers ça, il leur apprenait comment enseigner à quelqu'un qui ne comprend pas. Peut-être qu'à travers ça, c'est la manière d'apprendre que même lorsqu'on a compris, on n'a pas de même patience à s'occuper des plus anim benebetecha, anim badarat, pas simplement les pauvres, mais les pauvres d'esprit. Tous ces éléments-là, est-ce qu'ils ont été calculés? Alors Shimon, lui, il voit le bien de son fils. Mais qui a dit que le bien de son fils, c'était de le faire participer à l'enseignement? On ne peut pas, de manière rapide, aussi rapide que ça, juger l'enseignant, etc., et dire qu'il fallait le mettre à l'écart. Et donc, c'est ce qu'il dit. Et là, גם אפשר, דמלמד זה להסיק את דעתי, לפי ראות עיניו, זה יותר טוב ללמדם יחד, ממה שלמד לכל דבר. Il a peut-être compris que c'était mieux d'enseigner à tout le monde. En même temps, même si les niveaux sont différents, qu'on enseignait chacun séparément. Il y a un des liman afshar, yefshar, bilti, ketsad, batala, les acherim, même de toutes les manières, il y a toujours un peu de perte. Ou bafarlon, l'amdam yachad, que des choses, je vais me les fanav. Il vaut mieux qu'ils restent de toutes les manières ici, font leur récréation pendant ce temps-là, et chacun pense à autre chose au même moment. Venem rot et moram, vetier mato alehem, va les sirudatam, les divravai. Gam lo gara meaud arav amagid, d'un melamed yodé adavar, mais non mashgiach à la talmid, omro betaoud, et lo besalkinane. D'ailleurs, lorsque c'est simplement qu'il n'a pas fait assez attention, on ne doit pas le renvoyer. Ou Bifra d'école Zeloya et la Machatit Ayom, comme vous voyez, Machela et de tenir tout ça, c'était que le matin. Qui nous a dit que l'après-midi, quand ils reviennent, ils n'allaient pas avancer maintenant avec les autres, on a fait les Chazara le matin, et l'après-midi, on se met à avancer. Est-ce que pour autant, le Melamed doit être condamné? Bofenden, Kalmakom Ptor, les Shimron, mais les Shalem, il faut lui payer son salaire comme il se doit, et si quelqu'un veut partir, il doit lui payer l'amende qui avait été prévue. Ve'en Pnai, les Harir, et alors je vous ai dit, fait Adarbet de Aishata Vezar lo ikrav alechem. Ça c'est la
le nom de l'année où il signe. Vezar lo yikrav alechem, en Gematria, ça fait l'année en question. Et Vezar lo yikrav alechem, c'est pas un étranger qui est venu chez vous, c'est quelqu'un qui enseigne la Torah comme il se doit. Donc le passage qui convenait pour parler de cette année. Voilà un peu cet instrument est très important. Pourquoi? À part le problème économique de la chose. Là, on rentre dans quelque chose de plus que simplement le côté privé, le côté public, l'accord qui a été pris, etc. C'est la conception même qui a été erronée dans cette éducation. On va chercher le meilleur et ce qui est très souvent le cas lorsqu'on voudrait avoir un système privé encore mieux, c'est toujours finalement il y a le mieux du mieux et on a quelqu'un qui sera plus compris parmi nous. Le fait d'avoir la préoccupation, de garder en tête la préoccupation vis-à-vis de ceux qui ont déjà compris, qui n'ont pas compris, et même ceux qui ont compris apprennent à le faire, est quelque chose qui fait partie de l'éducation. Quel intérêt aura-t-on d'avoir formé des gens qui sont arrivés à une connaissance parfaite, si au passage on leur a enseigné quelque chose d'épouvantable, c'est que tous les gens qui sont plus faibles, dans tous les domaines de faiblesse, sont des gens qui sont laissés pour compte de la société, de l'éducation, de tous ces éléments-là. C'est quelque chose de fondamental que le Chacham ramène à propos du sujet, de l'éducation en général. Voilà, deux sujets liés au problème à la fois de l'économie et de l'éducation, qui nous amènent sur quelque chose, je dirais, qui est d'une actualité brûlante dans notre système actuel.